Vous suivez les programmes de Média. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Dans un monde professionnel en constante évolution, l'intégration croissante de l'intelligence artificielle révolutionne le fonctionnement de nombreuses entreprises, transformant profondément leur approche de la productivité au travail. Selon les experts, l'IA peut notamment gérer des assistants virtuels, permettant ainsi de gagner en rapidité et en efficacité. En Afrique, plusieurs pays intègrent déjà l'intelligence artificielle dans leur plan d'action et dans divers secteurs. Au Sénégal, par exemple, plusieurs initiatives importantes ont été lancées pour intégrer l'intelligence artificielle au sein des institutions et entreprises. Mais quel est l'impact réel que l'IA peut avoir sur les entreprises africaines? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Et nous recevons sur ce plateau deux invités. Alioune Badara Mbeng, CEO d'Antakia, co-inventeur de Malit, poubelle intelligente et expert en innovation numérique. Merci d'être avec nous. Merci à vous, tout mon plaisir. Et nous sommes également avec Abraham Dodi Monton Sadio, ingénieur génie informatique certifié en intelligence artificielle par Google et IBM, consultant international et responsable des programmes Sénégal Artificial Intelligence. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Nous parlons de l'intelligence artificielle. Je commence avec vous, Monsieur Sadio. Dites-nous, l'IA est-elle accessible aux petites entreprises ou est-elle réservée aux grandes structures également? Merci pour cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait penser que l'IA ne pourrait être accessible qu'aux grandes entreprises, mais heureusement que non, parce que par rapport aux différents outils d'IA que nous avons aujourd'hui, eh bien, il y a des IA qui sont parfaitement utilisables par les petites entreprises, les moyennes entreprises, mais également par rapport aux grandes entreprises. Tout dépend exactement de ce que l'entreprise veut en faire et également de son désir de pouvoir intégrer l'IA dans ses processus métiers. Et pour des personnes qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle, c'est quoi exactement? Alors déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, enfin depuis le 30 novembre 2022, on vit véritablement un nouveau paradigme d'IA. Alors aujourd'hui, quand on parle d'IA, surtout quand il s'agit des IA qui sont utilisées dans les entreprises, il s'agit d'intelligence artificielle générative. Donc, l'intelligence artificielle générative est une intelligence artificielle qui, en fait, est capable de comprendre, d'analyser, d'interpréter et aussi de répondre à des questions qui sont posées par les humains. Des questions sous forme textuelle, donc écrites, ou alors audio, mais également des images ainsi que des vidéos. Donc, ça, c'est en fait ce qu'on peut retenir comme acception de l'IA aujourd'hui. D'accord, je comprends mieux. Je suis avec vous, Alioune Badara Mbeng. Dites-nous, dans quel domaine d'intelligence artificielle est-elle présente en Afrique? Oui, alors, il y a énormément de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est présente depuis vraiment plusieurs années. Peut-être, comme il le dit, c'est avec une date très précise d'ailleurs, qu'on assiste à un nouveau paradigme et du coup que beaucoup de gens en prennent connaissance. Mais il y a presque toujours eu des domaines dans lesquels l'IA a été utilisée, comme par exemple dans le domaine de la détection de fraude, dans les transferts d'argent, dans la banque. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'elle commence à être intégrée dans la production, j'ai envie de dire intellectuelle, la production de documents, la synthèse de documents, l'analyse, le traitement d'informations. Même depuis très peu de temps, on voit des modèles de création d'images et de vidéos très, très avancés. Donc, il y a vraiment beaucoup de domaines, pour ne pas dire tous les domaines vont... Même dans le domaine de la santé? Exactement, dans le domaine de la santé. Vraiment, il s'agit de comprendre que tous les domaines aujourd'hui, tout ce que fait l'homme et qui requiert une certaine intelligence, un certain traitement d'informations, l'IA aujourd'hui peut jouer un rôle dans ces domaines-là. J'aurais appris que l'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps que ça existe, depuis des années. Et on a l'impression que ça fait à peine 2 ans. Que répondez-vous à toutes ces personnes qui disent que ça existe depuis belle lurette? Oui, en fait, ce qui a fait qu'on ait l'impression peut-être que ça existe depuis 2 ou 3 ans, c'est l'avènement de ChatGPT. Parce que ChatGPT est venu et a créé vraiment un boom, un buzz pour utiliser ce mot-là, qui a fait que tout le monde a commencé à parler de l'intelligence artificielle. Mais il faut comprendre que l'intelligence artificielle existe depuis très, très, très longtemps.
On dirait même que l'une des premières IA aurait été créée pendant la guerre mondiale pour décoder les messages que se faisaient passer les Alliés. Donc ça date vraiment de plusieurs années. Maintenant, faut reconnaître que c'était sous une autre forme beaucoup moins avancée que celle que l'on voit aujourd'hui. Et ce qui fait aussi qu'on assiste vraiment à un changement, et ce qui peut expliquer aussi ce buzz-là, c'est que ces outils sont devenus non seulement beaucoup plus accessibles. Avant, c'était le fait peut-être des très très grosses entreprises qui avaient accès à de très grosses infrastructures de données avec beaucoup d'expertise. Aujourd'hui, même un enfant qui ne sait pas encore utiliser un ordinateur peut utiliser ChatGPT sur un téléphone, donc c'est devenu très simple. Mais aussi parce que la vitesse d'évolution est vraiment exponentielle. Le niveau qu'avait l'IA il y a 10 ans, quand on le compare à celui qu'il avait 10 ans plus tard, un fossé énorme existe entre ces deux-là. Et même là où on était il y a 2 ans par rapport à là où on est aujourd'hui, c'est un écart encore plus considérable. Donc, c'est ce qui explique qu'on a l'impression que c'est vraiment ces dernières années qui sont, j'ai envie de dire, l'âge d'or de l'intelligence artificielle. Il a parlé de ChatGPT que les gens connaissent bien, hein. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent aujourd'hui, d'autres outils de l'intelligence artificielle qui permettent aujourd'hui aux personnes d'utiliser ces outils de façon intelligente et rapide? Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Après, ça dépend de l'usage qu'on va en faire. Il y a par exemple Gamma qui est utilisé pour la génération de fichiers PowerPoint pour des présentations. Quelques années avant, il fallait toujours se mettre à peut-être commencer d'abord par Word ou alors directement sur PowerPoint, chercher des images, les mettre et faire un petit paragraphe pour une sorte de légende. Aujourd'hui, avec juste quelques grandes lignes, quelques phrases, on peut, grâce à un prompt bien entendu bien précis, avec Gamma, lui demander de générer un PowerPoint de 9-10 pages ou plus. Ça dépend. Ça, c'est un exemple par rapport à la génération de documents de documentation. Mais on a également Claude, hein, qui peut également faire pratiquement la même chose que ce que fait ChatGPT. On a Mistral, on a également... Il y a Meta aussi? Oui, Meta. Aujourd'hui, Meta est pratiquement devenu incontournable au niveau de nos plateformes Facebook, par exemple, ainsi que WhatsApp. Il y a également, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Très bien. Et selon vous, dans quel secteur l'intelligence artificielle a-t-elle le plus d'impact en Afrique? Alors, en Afrique, déjà, j'aimerais commencer par l'agriculture. L'agriculture, par exemple, parce que on utilise l'IA pour ce qui est de la prédiction, pour pouvoir améliorer, optimiser en fait les rendements agricoles grâce à la prédiction sur la qualité des sols, etc., le climat, la température, le taux d'humidité, etc. Tout ça pour voir exactement par rapport à une zone géographique bien précise, par rapport à son climat, par rapport à la qualité du sol, est-ce que telle ou telle culture va être vraiment rentable ici ou pas. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut utiliser. Toujours dans le mode agricole, l'IA aujourd'hui est utilisée concomitamment avec les objets connectés IoT pour, par exemple, prendre des clichés, des photos de certaines plantes avec des drones, bien entendu, et ensuite analyser ces fichiers-là, ces photos, pour prédire l'apparition de symptômes de certaines maladies grâce, bien entendu, à la texture qu'on retrouve au niveau des différentes plantes qui ont été photographiées. On peut également l'utiliser, c'est déjà le cas, pour pouvoir arroser de manière automatique les sols. Donc, c'est autant de domaines dans lesquels il y a aujourd'hui utilisé. Et toujours avec vous, hein, l'IA aujourd'hui, avec l'IA, on peut avoir des assistants virtuels. Je disais à l'entame de mes propos, ça permet de gagner en temps, en rapidité et en efficacité. Que pensez-vous de cette stratégie? Alors, c'est une stratégie qui peut être très intéressante parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans nos administrations publiques, je prends le cas du Sénégal parce que c'est là que nous sommes, et il est parfois difficile de joindre par téléphone ceux qui sont là-bas pour avoir le standardiste ou alors un assistant pour avoir des informations précises sur un besoin quelconque. Parfois, ça sonne dans le vide. Voilà, il faut se déplacer. Alors, dans ce cas, par exemple, les chatbots pourraient déjà commencer l'échange, la discussion avec quelqu'un qui voudrait une information. Et ensuite, à partir d'un certain niveau peut-être d'exigence par rapport à la question, passer le relais à un agent humain. Ça, c'est un domaine, par exemple, qui peut être utilisé. C'est aussi utilisé dans le cas d'éducation avec le adaptive learning, c'est-à-dire la capacité des IA de pouvoir proposer un parcours d'apprentissage individualisé, personnalisé par rapport aux compétences et aux capacités de chacun. Et on parle de l'automatisation des tâches répétitives et l'une des grandes forces de l'IA,
Alioune Badara Mbeng, en déléguant les activités monotones à des systèmes intelligents, les professionnels peuvent se concentrer sur des missions plus complexes. Que pensez-vous de cela? Oui, c'est vrai que l'automatisation, c'est l'une des premières choses peut-être auxquelles on pense lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. Mais il faut comprendre qu'elle peut aller au-delà du simple fait d'automatiser les tâches monotones. C'est vrai que ça permet de décharger l'entreprise d'un lourd poids. Si je peux donner un exemple, nous, les outils de transcription que l'on met en place ou d'analyse de données peuvent aider dans l'analyse des données de centres d'appel. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une structure qui a des centaines, des milliers, voire des millions d'appels qu'elle reçoit par semaine ou par mois et qui cherche, comme il le donnait tout de suite comme exemple, à envoyer peut-être une partie de ce flux-là sur un chatbot WhatsApp ou autre. La première partie pour pouvoir faire cela, c'est de pouvoir comprendre le fond des appels qui sont traités, de quoi on parle, quelles sont les problématiques les plus récurrentes, etc., etc. Et pour cela, effectivement, il y a une grosse couche d'automatisation à mettre en place. Mais il faut savoir aussi que l'IA ne se limite pas seulement à automatiser. Aujourd'hui, on peut aller au-delà de seulement répéter ce que l'humain faisait, voire pouvoir proposer des choses qui ne se faisaient pas auparavant parce qu'on a pu analyser les données historiques et pouvoir faire soit de la prédiction, soit proposer même des choses, encore une fois, que l'humain qui était en charge de ces tâches-là ne faisait pas forcément. Déjà parce que l'IA peut aller plus vite, mais aussi parce que l'IA a parfois accès à d'autres sources d'informations qui ne sont pas toujours à l'instant T disponibles pour l'agent qui traitait ces informations-là. Est-ce qu'il y a des craintes quelque part? Certaines personnes disent que l'IA va remplacer l'humain. Est-ce vrai ou faux? Je pense que c'est une question très, très, très complexe. Je pense que l'IA va forcément remplacer énormément de tâches ou d'actions que l'on fait aujourd'hui. C'est inévitable. Tout progrès passe forcément par cela. Mais ça dépend vraiment de la politique qui est mise en place derrière. Et là, je pense aussi que ce sera beaucoup une question même Adaptation? oui, j'ai envie de dire même plus politico-social que technique. Parce que vous pouvez voir un cas dans lequel nous, on s'est retrouvés face à ces cas-là, de vouloir proposer, par exemple, des solutions à des problèmes que la technique permet déjà de résoudre, mais de se rendre compte que si on met ça en place, peut-être 5-10 personnes qui travaillent dans l'entreprise n'auront plus forcément grand-chose à faire. Et là, il y a un arbitrage à faire entre l'efficacité et la productivité, ou vraiment peut-être l'aspect social de sauvegarder certains travaux. Un exemple que je peux donner, c'est celui de la transcription, de la traduction en temps réel. Nous, on a développé des solutions qui permettent, par exemple, de transcrire en temps réel ce que quelqu'un dit en Wolof vers du français ou de l'anglais. C'est quelque chose qui permet de gagner du temps. Ça va assez vite. Bon, semi-temps réel. Mais aujourd'hui, ce sont des êtres humains qui font ce travail-là dans certaines des structures. Et ça peut être très, très mal vu de vouloir remplacer ces humains-là pour pouvoir mettre à la place une machine quand bien même elle serait moins coûteuse ou plus efficiente. Abraham Montan-Sadio, quand on parle de la productivité au sein des entreprises, on voit la performance, également libérer le potentiel créatif des équipes. Quelles sont les opportunités aujourd'hui que l'IA peut offrir aux entreprises? Merci pour cette question. Monsieur Meng en a parlé tout à l'heure quand il a parlé de la productivité, par exemple, au sein de l'entreprise par rapport à certaines tâches. Je peux donner un autre exemple dans le domaine, par exemple, de la communication digitale ou du marketing. Il peut arriver qu'on ait peut-être remarqué grâce à nos statistiques peut-être qu'on n'arrive pas vraiment à avoir un taux de visibilité, enfin celui souhaité, ou alors qu'on n'arrive pas à vendre depuis peut-être 2-3 mois. Alors il faudrait analyser ces données-là. Et ensuite, on pourrait demander à une IA, ChatGPT par exemple, de manière très claire et très concise dans le prompt, c'est-à-dire la tâche qu'on va demander à l'IA d'exécuter, suivant bien entendu certaines contraintes et puis un certain contexte, demander par exemple de nous donner une stratégie pertinente, efficace, qui permette par exemple de régler ce problème-là, mais en donnant bien sûr des détails plus précis pour aider l'IA à nous orienter vers des solutions qui sont vraiment adaptées à notre contexte. Et ça marche très bien. Moi, je l'ai fait pour certaines entreprises et franchement, ça marche très très bien. Ça, c'est un exemple
qui est aussi important pour ce qui est de l'optimisation ou la productivité, augmenter la productivité dans le domaine du travail. Est-ce que les employés aujourd'hui, oui, les professionnels de façon générale doivent s'adapter parce que c'est comme s'il y avait une menace quelque part? Oui, alors c'est vrai que beaucoup parlent de menace. C'est vrai qu'il y aura des métiers qui vont certainement disparaître, mais je pense que la plupart d'entre eux vont plutôt être augmentés à l'IA. C'est plutôt comme ça, peut-être qu'on devrait voir ça. Mais il faudrait s'adapter. L'adaptation, c'est quasiment incontournable. Chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une révolution technique ou scientifique, il y a toujours eu un besoin d'adaptation. Certains se sont réinventés, certains ont dû changer de métier, mais il faut s'adapter en fait à ça pour pouvoir. Parce que moi, ce que je pense, c'est pas forcément que l'IA va remplacer tous ces métiers-là, mais plutôt ce sont les personnes qui savent utiliser l'IA, qui savent s'en servir, qui peut-être vont remplacer celles qui ne savent pas s'en servir. Je suis avec vous, Alioud Badara Mbeng. L'écosystème de l'IA se développe rapidement en Afrique avec des pays comme Maurice, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie, le Kenya, le Rwanda, le Maroc, le Ghana, le Nigeria et on peut parler aussi du Sénégal. Quelle politique publique pourrait faire de l'IA un véritable levier de compétitivité pour le continent? Voilà. Je pense que c'est une excellente question à laquelle je pense qu'on n'a pas encore vraiment d'exemple dû à la durée en tout cas qui a pu nous montrer effectivement que voilà en faisant ça on arrive à obtenir tel résultat rapidement. Mais pour moi il y a des piliers qui sont incontournables, des étapes qu'on ne peut pas sauter. La première de ces étapes-là pour moi c'est la formation. On aura beau définir les meilleures politiques qui soient, si on n'a pas les talents pour pouvoir les mettre en œuvre, parce qu'au final, on va arriver sur des projets, si on n'a pas les talents pour mettre en œuvre ces projets-là et déjà pour penser dès l'emblée les projets comme il se doit, on ne pourra pas forcément avancer. Donc pour moi, il faut investir dans la formation. Il nous faut avoir des talents dans toutes ces technologies-là. L'intelligence artificielle, les sciences de données, voire même dans tout ce qui est DevOps, tout ce qui est serveur, parce que tout cela va ensemble. Quand on parle d'écosystème, on peut négliger aucune de ces parties-là. Ensuite, et c'est peut-être ce qui serait le plus difficile dans le cas du Sénégal ou de l'Afrique, les investissements. On ne peut pas, une entreprise à petite échelle ou un individu peut avec $20 utiliser ChatGPT. Mais quand on parle de développer à l'échelle nationale l'intelligence artificielle, il faut des investissements, que ce soit dans l'infrastructure, et c'est le troisième pilier que j'allais mentionner. On sait qu'on a au Sénégal un supercalculateur qui doit pouvoir être mis à disposition, je pense, ou qu'il est déjà de l'écosystème pour pouvoir faire certains tests, certaines utilisations, mais il en faut encore plus. Il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Il faut que des gens, dès le début de l'apprentissage, que les étudiants puissent pouvoir avoir accès à ces infrastructures-là, parce que ce n'est que comme ça qu'ils peuvent réellement apprendre. Si l'apprentissage n'est que théorique, on ne peut pas réellement tirer profit de ces technologies-là. Et une fois que ces trois briques-là sont mises en place, à savoir, je me reprends, la formation, les investissements et l'infrastructure, il y a le cadre politique, quoi qu'on dise, qui vient pour accompagner tout cela. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir beaucoup de problématiques que rencontre un pays et que j'ai l'habitude de dire que la technique ou la technologie permet déjà de régler. Et on a donné tout à l'heure un parfait exemple. Tout le monde se plaint au Sénégal de certaines lenteurs administratives, de la difficulté d'accès, par exemple, à l'information lorsqu'on veut contacter une agence, un ministère ou autre. Mais le fait que des chatbots IA permettent de régler cela, ça existe depuis des années. C'est vraiment l'une des choses les plus simples ou les plus élémentaires que l'intelligence artificielle puisse permettre de faire. On a déjà des startups, des entreprises, des consultants, même des étudiants qui peuvent créer ces solutions-là. Mais ce qui manque, je pense, c'est vraiment le pont qui va faciliter pour le gouvernement ou l'entité publique l'accès à ces talents ou à ces entreprises et vice-versa, que ces talents et ces entreprises-là
puissent, lorsqu'elles ont des solutions qui sont bénéfiques au pays, avoir une facilité vraiment d'accès pour qu'elles puissent mettre en œuvre ces solutions-là. Et ce n'est que comme ça, pour moi, que l'on arrivera à terme à développer un vrai écosystème d'intelligence artificielle qui est productif et qui met sur le marché des produits qui bénéficient à tout le monde. Vous avez parlé tout à l'heure d'un point important que j'aimerais bien y revenir, les startups. Et vous faites partie des personnes qui ont lancé le logiciel AWA. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Également, vous êtes cofondateur de Malit, qui veut dire poubelle intelligente. Comment vous avez fait justement pour lancer ou pour concrétiser ces projets? Oui, en fait, Malit, c'est un projet qui a été lancé il y a 10 ans maintenant. Et l'idée, c'était d'avoir une poubelle intelligente qui justement parle pour expliquer aux gens les notions de tri sélectif. Et c'est en voulant faire cela qu'on s'est rendu compte qu'on avait une grosse barrière technique. C'est que pour le français, on pouvait faire parler une poubelle en français parce que les modèles de synthèse vocale existaient déjà en français, déjà à l'époque. Par contre, il n'en existait pas forcément en Wolof ou dans les autres langues qui nous concernent, nous étant en Afrique. Donc, si vous voulez qu'une poubelle intelligente parle Wolof, vous deviez créer vous-même un modèle de synthèse vocale en Wolof. Et on s'est rendu compte que la raison pour laquelle ces technologies n'existaient peut-être pas forcément à l'époque, au-delà du fait que l'IA ait beaucoup évolué entre-temps, c'est que il existe très peu de données dans nos langues africaines qui sont disponibles sur Internet. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut comprendre que ces modèles-là sont entraînés, ils sont nourris sur les données principalement disponibles sur Internet. Lorsque vous prenez la somme des langues africaines, je parle vraiment de toutes les langues africaines, Yoruba, Hausa, Wolof, Pula, etc., ça ne représente que 0,02% de toutes les données disponibles sur Internet. C'est un chiffre donné par AI for Development. Et c'est ça qui fait qu'on a énormément de difficultés à créer des modèles performants dans nos différentes langues. Bon, c'est l'une des difficultés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que nous devons essayer de régler entre guillemets, ce problème-là, parce que la barrière linguistique, c'est ce qui empêche, en réalité, que la majorité des Africains puissent tirer parti de la technologie. La Banque mondiale estime à peu près à 560 millions le nombre d'Africains qui s'expriment principalement dans leur langue nationale, que ce soit le Wolof, le Hausa, le Yoruba ou autre. Et pourtant, la majorité des technologies que l'on voit aujourd'hui, elles sont créées en français, en anglais ou autre. Donc, c'est ça qui a donné naissance à AWA, qui se veut être une interface entre ces centaines de millions de personnes qui parlent leur langue nationale et tout ce que la technologie a à offrir de mieux déjà en français, en anglais, etc. Avant mon temps d'audit, Sadio, dites-nous, déjà, vous êtes ingénieur génie informatique certifié en intelligence artificielle. Dites-nous, cette technologie innovante est déjà présente dans de nombreux secteurs. Comment chaque domaine peut-il s'adapter à l'IA pour en tirer le meilleur? En réalité, il s'agira pour chacune des entreprises de déterminer, d'identifier les domaines dans lesquels elles voudraient utiliser l'IA. Parce que comme il a dit il y a quelques minutes de cela, l'IA aujourd'hui peut être quasiment utilisée partout, dans tous les différents métiers qui existent. Alors après, chaque entreprise va décider quant à savoir, voilà, je vais l'utiliser pour telle ou telle chose. J'aimerais juste prendre un exemple, le cas de l'éducation. Dans l'éducation, par exemple, tout à l'heure, j'en ai parlé, l'IA peut être utilisée pour personnaliser le parcours d'apprentissage d'un élève ou d'un étudiant. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que l'IA va donc analyser des données telles que le temps qu'il faut peut-être à l'individu, à l'apprenant en particulier pour assimiler un certain nombre de connaissances, son degré d'attention, pendant combien de temps il est capable de rester attentif sur un sujet sans décrocher, etc. Et donc toutes ces données-là, parce qu'en fait, ce sont des IA qui sont aussi munis avec une caméra sur l'écran pour pouvoir analyser tout ça. Et là, ça permet justement à donner à cet apprenant un parcours, des exercices, des évaluations de manière personnalisée par rapport à ses compétences et à son degré d'attention et d'assimilation des connaissances pour lui faciliter l'atteinte d'un objectif particulier quant à son apprentissage. Ça, c'est par exemple un exemple. On a également le cas des entreprises financières, bancaires, qui aussi utilisent l'IA pour la détection de fraude, parce que
l'algorithme, n'est-ce pas, a été entraîné sur les données pour voir les cas où il y a eu des fraudes et automatiquement, quand il décèle un certain pourcentage de similarité avec le comportement de quelqu'un en particulier sur une plateforme, automatiquement, il peut prédire avec un taux de pourcentage bien précis le taux ou pourcentage de chance que ce soit vraiment quelqu'un qui veuille faire une fraude, par exemple. On peut également l'utiliser pour faire des simulations et voir est-ce que quelqu'un est vraiment fiable pour lui attribuer tel ou tel prêt de tel montant. Donc, c'est autant de domaines dans lesquels il y a... Y a-t-il des risques quelque part pour les entreprises qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle? Les risques, oui, il y a toujours des risques. Les risques, par exemple, pour l'IA, déjà, du point de vue capacité, c'est de ne pas continuer à les former, c'est-à-dire les collaborateurs de cette entreprise-là, à ne pas continuer de poursuivre leur formation parce que c'est quelque chose de dynamique, c'est évolutif. Il faut toujours être à jour. Première chose. Mais il y a également le fait que les IA peuvent halluciner par moment, elles hallucinent, c'est-à-dire qu'elles donnent des réponses que l'on croit vraies ou justes, alors qu'au fond, il y a peut-être une grosse erreur à l'intérieur. Il y a également les biais algorithmiques qui peuvent également constituer un véritable risque ou danger pour les entreprises qui utilisent exclusivement l'IA sans le faire de manière éthique et responsable. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, Abraham Dodi Monton-Sadio, vous êtes ingénieur génie informatique certifié en intelligence artificielle, c'est pas terminé par Google, il faut bien le préciser, et IBM, consultant international et responsable des programmes Sénégal Artificial Intelligence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à vous, très cher, Alioune Badara Mbeng, CEO d'Andakia, co-inventeur de Mbalit, poubelle intelligente et expert en innovation numérique. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Vous l'avez compris, c'est la fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine. Surtout, ne changez pas de fréquence et prenez soin de vous.